Si on recule dans le temps, le mot événementiel n'était même pas dans le dictionnaire. J'avais pas de modèle entrepreneur autour de moi. Alors, c'est difficile de penser à être entrepreneur quand tu n'as pas d'exemple. De mettre l'humain au centre de l'expérience, ça fait partie de mes priorités. Il n'y a pas deux événements pareils. Pour définir mon rôle, mon rôle, c'est de prévoir l'imprévisible, contrôler l'incontrôlable. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Nadine Ménard, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnelle. Merci de l'invitation, Juliette. Ça me fait plaisir. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Suite 22, en fait? Il y a 20 ans déjà, cette année 2025, c'est notre année anniversaire. Alors, il y a 20 ans, si on recule dans le temps, le mot événementiel n'était même pas dans le dictionnaire. Alors, j'ai eu une première expérience à proprement dit, là, avec le domaine de l'événementiel. J'ai aidé un ami à lancer un magazine sur la thématique du voyage. Et il avait embauché une firme de communication, de relations presse et tout ça. Puis j'ai apporté mes idées juste amicalement, comme ça. C'est inné en moi. Alors, magazine de voyage. Alors, pour moi, c'était essentiel que le traiteur apporte des bouchées qui sont de différentes cultures. Alors, des bouchées marocaines, des bouchées italiennes, asiatiques. On parle de voyage, on parle d'invitation à la gastronomie internationale et tout. Alors, j'ai donné plein de petits inputs comme ça. Puis, après l'événement, c'était une réussite, là. Après l'événement, j'ai une dame qui est venue me voir puis qui m'a dit... je suis la directrice de la boîte de communication, puis je voulais juste te dire que tu as apporté vraiment des bonnes idées au concept. Elle s'appelait Francine, je la salue. Et je ne sais même pas si c'est assez l'impact qu'elle a eu dans ma vie. Puis elle m'a dit, tu as vraiment un don pour ça. Elle dit, tu devrais travailler là-dedans. Mais il n'y avait pas d'agence événementielle il y a 20 ans. Les plus vieux, là, ont 20, 21, là. Les autres comptent démontrer. Mais c'était plus les boîtes de com, là, qui géraient la portion événementielle. Et quand Francine m'a dit ça, j'ai creusé le sujet, tout ça. Puis... de fil en aiguille, j'ai parti mon agence. Alors, je suis comme tombée dedans sans le savoir et il n'y avait pas de cours qui se donnaient à cette époque-là. Alors, c'était vraiment inné, l'art de recevoir, créer des liens entre les humains, de faire un événement qui est cohérent, qui rapporte pour l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment un moyen de communication. Fait que là, c'est sûr que mon discours s'est peaufiné en 20 ans, mais l'idée partait de rassembler les gens sous une... j'aime pas dire le mot thématique parce que ça fait une thématique cirque, une thématique casino, là, mais sous un grand thème, disons. Ouais. Sous un grand chapeau, mettons. Ouais. Je vois. Puis quand tu étais jeune aussi, parce que, admettons, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont extrêmement bonnes aussi en événementiel, que depuis un tout jeune âge, admettons, ils organisaient leur anniversaire, il y avait toujours une super belle organisation. Après ça, dans les comités. C'est sûr que c'est sous plus grande échelle, mais est-ce que cet intérêt-là était là pour toi aussi quand tu étais jeune? Non, moi, j'enseignais à mes toutous, mes poupées. J'étais la professeure d'école. J'ai étudié en enseignement. Okay. D'ailleurs, parce que je savais pas, là, quand on doit choisir à 16-17 ans, là, je savais pas quoi faire. Alors, pour moi, c'était évident. On enseigne aux toutous, on va enseigner aux enfants. Alors, j'ai un baccalauréat en enseignement. J'ai aussi en arts et lettres. Puis, la vie a fait que je me suis dirigée vers les communications. Alors, j'ai été journaliste de golf, chroniqueuse golf. J'ai écrit un livre de golf. J'ai fait plein de choses au niveau de la spécialité là, sportive golf. Puis, je savais pas trop quoi faire, mais je me rendais compte que dans le fait d'enseigner, c'était la communication que j'aimais, plus que l'enseignement comme tel. Après ça, en étant journaliste, c'est encore de la communication. En étant conférencière, c'est encore de la communication. Fait que j'ai touché à plein de domaines dans ce domaine-là. Alors, pour moi, l'événementiel, c'est comme juste une continuité là, de mon parcours. Puis aujourd'hui, je réalise que c'est tous des petits morceaux de casse-tête qui font le portrait où là, maintenant, le casse-tête est complet. Puis je peux dire, là, je suis sur mon X. Parce que je fais de l'événementiel comme moyen de communication. Mais non, j'avais pas de modèle entrepreneur autour de moi.
Alors, c'est difficile de penser à être entrepreneur quand tu n'as pas d'exemple. Puis, j'avais pas personne qui était à la télé, à la radio, ou quoi que ce soit, dans les communications non plus. Fait que je suis un petit peu comme Obélix, tombée dedans. C'est ça. Puis, tu parlais justement que tu étais enseignante auparavant, puis tu as changé, naturellement, c'était toujours des communications, puis ensuite tu t'es ramassée en événementiel. Mais je sais que pour plusieurs personnes, admettons, avant de trouver ce en quoi ils étaient réellement bons, ou bien ta mission et quoi que ce soit, il y a toujours eu cette impression qu'il y avait comme un manque, que comme, oui, t'es là, t'es bien, mais il manque quelque chose. Est-ce que toi, t'avais ça? Bien, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'étais tout le temps un petit peu insatisfaite, mais je le savais pas. Je pensais plus, je mettais ça sur le dos de la passion. Alors, moi, je suis une passionnée, je veux faire plein de choses. Alors, au lieu de dire, je suis insatisfaite dans un rôle précis, mais je combinais plein de rôles. Alors, pendant que j'étais enseignante, je suis devenue journaliste. Là, après ça, le livre est venu en même temps. Fait que j'ai combiné souvent 2, 3 métiers ou travail en même temps pour me sentir complète. Mais je pense que je réalisais pas que j'avais un manque ou que c'était... Je sais pas comment c'est. On est chez la psychologue, là. C'est une grosse question. Non, mais c'est une bonne réflexion à avoir. Probablement que j'étais dans le déni, je ressentais un manque. Mais là, je l'ai plus, ça. Ben, c'est ça. Mais en même temps, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, puis lorsque tu es propriétaire d'entreprise, t'as tellement tous les rôles quand tu commences aussi, puis que, admettons, t'as aucun moment pour t'ennuyer parce qu'il faut que tu fasses tout. Faut que tu fasses des HR, faut que tu fasses de la communication, faut que tu fasses de l'administration. Donc, t'as tellement de rôles que j'imagine que ça venait te satisfaire. Anti-routine, je fais du graphisme, je fais de la rédaction encore, je fais de la création, je fais de la gestion, je fais de la coordination. Je fais de tout. Puis je pense que ça, comme entrepreneur, c'est la clé. Parce que si je suis capable d'aller rouler des câbles avec mes techniciens pour que ça aille plus vite, pour aider mon équipe, c'est apprécié de mon équipe que je suis capable d'aller faire des tâches qui sont pas exactement dans mon profil de tâches, disons. S'il y a un serveur, une serveuse qui a oublié des verres sur un comptoir, des napkins sont au sol, je vais les ramasser. Je vais pas aller remettre en question le travail de la serveuse, là. Elle l'a juste pas vu, mais ça fait partie de moi de faire toutes les étapes parce que je les ai à peu près toutes faites, les étapes, puis j'aime ça, cette non-routine-là aussi. Fait que d'avoir plusieurs chapeaux, ça me convient. Je pourrais pas juste être à l'agence, diriger des équipes, pas être sur le terrain, faire de la comptabilité, des ressources humaines. Non, c'est pas moi. J'avais déjà entendu un dragon raconter la différence, décrire la différence entre un entrepreneur et un gestionnaire. Je suis zéro gestionnaire. Gestionnaire d'humain, de personnalité. Je trouve ça difficile de dire non, oui, Juliette, tu peux prendre tes vacances, mais toi, tu peux pas. Gérer ce côté-là de la business, c'est pas moi. Entrepreneur, la façon qu'il décrivait, c'était plus une vision, des objectifs, de l'audace, atteindre des buts fous qu'on n'aurait pas imaginé, pas pensé. Ça, c'est plus moi. Alors, c'est pour ça que mon profil, mon modèle d'affaires est différent aussi. La majorité, de presque toutes les agences événementielles. Moi, j'ai pas d'employés. Moi, j'ai des pigistes. J'ai des contractuels. Puis ça fait pas qu'on est moins solide, parce que c'est même le contraire. Parce que sur 20 ans d'existence, j'ai une équipe, j'appelle ça ma garde rapprochée, là, mes partenaires les plus proches, directeurs techniques, mes techniciens clés, c'est les mêmes que j'ai depuis 18 ans. Les traiteurs, ça change selon l'événement, selon les besoins, selon la clientèle. Fait que moi, ça me permet d'aller chercher les meilleurs joueurs dans le domaine précis que j'ai besoin pour cette création-là d'événements. J'ai pas, comment je pourrais dire... J'ai pas besoin de feu d'artifice, j'ai pas besoin de payer un artificier dans mon équipe là, à temps plein 365 jours par année. Je vais le prendre de façon ponctuelle, puis je vais aller chercher le meilleur. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi de voir que d'avoir un modèle d'affaires différent des autres, tu sais, de ne pas avoir nécessairement une place d'affaires unique sur une rue,
de ne pas avoir 10, 15, 20 employés, tu peux réussir pareil. Ça ne m'a pas empêché de gagner plein de prix puis de remporter des gros mandats puis de compétitionner avec des agences qui ont 20, 25 employés, là. C'est ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Donc, la première chose qui m'est venue en tête, en fait, lorsque tu parlais un peu plus tôt, c'est le fait que si, admettons, comme tu disais, une serveuse a oublié de mettre des verres sur une table ou quoi que ce soit, tu vas aller le faire, puis tu vas pas remettre en question la capacité de la serveuse à faire son travail. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie que si, admettons, quelque chose n'est pas fait comme il faut ou comme ils veulent qu'il soit, ils vont souvent les remettre. Ben, c'est ça. Mais ils vont souvent les remettre, admettons, la personne en question, puis après ça, il va y avoir du micromanagement, puis après ça, la personne se sent incompétente, donc naturellement, elle va pas performer au meilleur de ses capacités. Donc ça, je trouve vraiment bien en tant que tel que tu t'es audacieux aussi d'aller faire ça. Oui, puis ça fait partie de ma personnalité. D'apprendre le pourquoi du comment, de pourquoi le technicien il a choisi ça au lieu de telle autre chose. Pas pour remettre en question sa décision, mais pour apprendre. Je veux toujours apprendre. Je suis curieuse dans la vie. Puis des fois, ils font comme, OK, attends, là, elle me pose la question, c'est qu'elle veut remettre en question mon choix. Puis je suis comme, non. Des fois, je peux obstiner. Je suis capable d'obstiner. Mais si j'ai des arguments, je sais pas d'arguments, puis il a choisi un équipement versus un autre, puis qui est capable de justifier, je fais comme good, tu sais, bravo, merci, je viens d'apprendre quelque chose. Puis pour l'équipe, exemple de serveurs, avant chaque événement, je leur dis toujours, on travaille en équipe. On est tous ici pour que l'événement du client soit parfait, que ça soit un succès. Puis pour que ça soit un succès, il faut qu'on travaille tous dans le même sens. Fait que si la serveuse elle se sent offusquée que j'ai ramassé la napkin avant qu'elle la ramasse, on a un problème d'ego, là. On travaille en équipe. Le premier qui le voit le ramasse. On passe pas par-dessus, puis on n'attend pas que la personne supposément qui a la tâche de ramasser les déchets ou peu importe le fasse. Ouais. Je suis comme ça. C'est ça. Puis je pense que l'une des qualités nécessaires, c'est la curiosité en général, parce que la seule manière de rester dans le monde des affaires, c'est d'être curieux et de toujours être au courant des nouvelles choses qui se passent, de l'humain aussi, parce que je veux dire, tu peux pas avoir d'entreprise sans humain. Puis je vois naturellement que c'est l'une de tes caractéristiques principales. Tout le temps, on se démarque parce que je fais de l'événementiel comme moyen de communication, comme je disais tout à l'heure, mais pour créer des liens entre les humains. C'est ça. Si une entreprise décide de faire un lancement de produit, un 5 à 7, un congrès, peu importe, il y a des objectifs derrière cet événement-là. Alors, l'entreprise, avec mon aide, doit déterminer, les nommer, ces objectifs-là. Est-ce que c'est d'aller solidifier ses équipes? Est-ce que c'est de les remercier, ses équipes, rapprocher la direction des différents employés, aller chercher des nouveaux clients? C'est quoi l'objectif de faire un événement? On va dépenser des grosses sommes d'argent dans la plupart des cas, mais il faut que ça leur rapporte. Fait que si c'est exemple d'un 50e anniversaire d'entreprise, bien, ça raconte une histoire. Alors, d'où on vient, où on est aujourd'hui, où on s'en va. Dans ce parcours-là, il faut remercier les employés. C'est super important. On les remercie pour leur travail, mais en même temps, on a un objectif on veut les fidéliser pour l'avenir. Exact. Fait que c'est pas juste la paye pour l'employé, c'est son milieu de travail, c'est les valeurs de l'entreprise. Est-ce que quand le président ou la présidente, le directeur, la directrice passe, est-ce qu'ils savent « Bonjour Juliette, bonne journée », est-ce qu'ils savent leur nom ou c'est des numéros? Fait que tout est très, très interrelié. Alors, quand je crée un événement, je mets l'humain vraiment au centre de la création. Dans tous les détails. Puis là, je pourrais t'en parler longtemps. Si tu veux en parler, vas-y, pour vrai, parce que moi, en tant que je ne fais pas d'événementiel, donc si tu veux m'en apprendre, vas-y. Mais, moi, ce que je déteste beaucoup, c'est... avant, il y avait beaucoup le terme organisateur d'événements. Moi, je ne suis pas une organisatrice d'événements. Moi, je crée des événements. Alors, je réfléchis avec mon client sur, comme je viens juste de le dire, les valeurs, les objectifs, parce que après ça, moi, après l'événement, je veux mesurer. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Fait qu'il faut les nommer de façon claire. Après ça, une fois qu'on sait c'est quoi nos objectifs d'événement, mais là, on fait ça pour qui? On fait ça, disons, un exemple pour les employés. Bon, mais moi, je vais prendre l'exemple de l'employé, puis je vais dire, OK, son expérience client, appelons ça comme ça, là, il faut que ça soit VIP, du début à la fin. Alors, quand il va arriver à l'accueil, est-ce qu'on a une table avec 5 bénévoles, une qui a l'air bête, l'autre est sur son cellulaire, puis que là, en plus, ils se sont partagés l'alphabet, de A à E, c'est là, de F à je sais pas quelle lettre, parce qu'ils savent pas tous leur alphabet. Ça, c'est très mauvais. Toujours donner toutes les lettres d'alphabet à chacun des bénévoles à l'accueil et de les accompagner, de les coacher
sont où les salles de bain, où est le vestiaire, qui connaissent l'endroit, les grandes lignes de l'événement, parce que c'est grâce ou à cause d'eux que l'invité va avoir une première bonne ou mauvaise impression de l'événement. Ça, c'est important. C'est important. C'est le fun des bénévoles, ça coûte rien, mais il faut bien les encadrer. Il faut mettre les meilleurs atouts à l'avant. Parce que si le conjoint a déposé sa femme, c'est l'hiver, l'a déposé devant la salle événementielle, lui il est parti stationner à 8 coins de rue, il revient dans la tempête, là, il est enragé, ça y a pris du temps, il est tout mouillé. Tu sais, on ne sait pas ce qu'il vient de vivre, mais peu importe ce qu'il va vivre après dans l'événement, il arrive, il est fâché. Fait que là, si à l'accueil, il y a une longue file d'attente vis-à-vis les E, parce que toutes les E arrivent tout le temps en même temps, il attend. Puis la première question qu'il pose à la bénévole, c'est où sont les salles de bain? Puis qu'elle fait comme, je sais pas, là, ça part mal. Ouais. Je peux faire n'importe quoi après. C'est difficile de le ramener, là. Exact. Fait que c'est pour ça que je dis, il faut mettre l'humain dès le début. Fait qu'on fait le parcours. Fait à partir du stationnement jusqu'à l'accueil, de l'accueil jusqu'à la salle, de la salle à sa place, je vérifie chacun des sièges. Est-ce que c'est confortable? Bon, quand c'est toutes des chaises pareilles, je te cacherai pas que je les essaye pas, là. Mais je vais quand même faire le tour de chacune des tables pour voir s'il y a une trappe d'aération juste en haut qui va pousser de l'air climatisé ou du chauffage directement sur cet invité-là, que lui, sur 200 ou 600 invités, lui, il sera pas bien. Moi, j'essaie de penser à chacun de ces invités-là. Au niveau de la vision sur les écrans géants, par exemple. Est-ce que toutes les places voient bien? C'est sûr qu'il y a tout le temps des places qui sont plus inconfortables, qui sont dos à la scène. Si on parle de table ronde, il y a des inévitables là, qu'on n'a pas le choix. Mais je vais faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Fait que là, je sais plus c'était quoi ta question. Moi non plus, mais regarde, moi, en tant que tel, tu parles de comment tu organises un événement, donc moi, c'est parfait. Fait qu'on parlait de l'humain, tu sais, de mettre l'humain au centre de l'expérience. Ça fait partie de mes priorités. Après ça, je dirais la deuxième, c'est la personnalisation de l'événement. Il n'y a pas 2 événements pareils. J'ai pas de modèle prêt à célébrer. Le A, le B, le C, choisissez monsieur, madame. Pas du tout. C'est en jasant avec le client, l'accompagnement serré. Puis en même temps, je développe des beaux liens avec ces clients-là. Et comme on parlait tantôt, je fidélise ces clients-là aussi, là. Plus je connais les secrets, on va dire secrets, mais ou les défis ou les problématiques d'une entreprise, plus facile que mon rôle est parce que je peux les accompagner à atteindre des objectifs que des fois, ils n'ont même pas énumérés ou ils n'ont même pas pensé. Ils ont dit, on fait un congrès. OK, mais je viens d'apprendre que votre compagnie a été achetée par un géant, une compagnie suisse ou américaine ou peu importe. Mais là, vos employés se sentent menacés, ils ont peut-être peur de perdre leur emploi. Est-ce qu'ils se sentent entendus, écoutés? Est-ce qu'on ne devrait pas, dans ce congrès-là, donner une place de parole plus grande aux employés? Tu sais, pour répondre à ce petit problème-là qu'il y a peut-être dans l'entreprise. Fait que si on ne me donne pas ces informations-là, je ne peux pas les deviner. Alors moi, je leur dis tout le temps, je deviens votre allié numéro 1. Donnez-moi le plus d'informations possible, puis on va faire le meilleur événement pour vous, pour l'entreprise qu'on a besoin en ce moment. Dans 2 ans, ça ne sera pas les mêmes objectifs. Puis comment est-ce que tu mesures l'impact que tu as sur les employés? Est-ce qu'ensuite tu envoies comme un formulaire? Est-ce que c'est à l'intérieur de l'entreprise, les HR qui s'occupent de ça? Comment ça fonctionne? Ça dépend, parce que là, c'est difficile de parler de façon générale. Parce que je disais lancement, 5 à 7, inauguration, congrès. Je dis toujours que c'est important d'accompagner le participant ou l'invité pas à pas. C'est un 360. Hein? La promotion avant l'événement, que ce soit un événement payant ou gratuit pour les employés ou pour une clientèle externe, c'est la même chose. Le avant l'événement, le pendant l'événement, puis le après. Le après, là, c'est quand ils viennent juste de passer la porte. C'est pas une semaine après. C'est trop tard. Ils répondront plus au sondage, au questionnaire. Peu importe ce qu'on met comme visuel attrayant, c'est trop tard. Fait que j'aime beaucoup faire des sondages live, en direct, le soir même de l'événement, à la sortie de l'événement ou le lendemain matin. Il faut que ça soit très, très rapproché de la fin de l'événement si on va avoir un bon taux de participation.
disons que quelque chose ne se passe pas comme prévu le jour de l'événement. Ça arrive jamais, voyons, Juliette. Mais dans un hypothétique, ou si ça arrivait, comment est-ce que tu gères justement les délais qui sont ultra courts ou bien quelque chose qui se passe pas comme prévu? Ça arrive toujours. C'est ce que je me disais. Même au meilleur, même après 20 ans, je dis toujours pour définir mon rôle, moi, mon rôle, c'est de prévoir l'imprévisible, contrôler l'incontrôlable. En fait, je suis comme une super héroïne. Mais il faut que ça soit transparent pour les invités. Ouais. Le client, souvent, je vais le tenir informé là, des problématiques qui arrivent, soit pendant l'événement, si je suis plus capable de le garder pour moi, ou après l'événement. Ça m'est déjà arrivé là, de louer un édifice qui était en construction, d'avoir un gros événement qui avait un volet, je vais dire top secret, là, confidentiel, fait qu'il n'y avait pas d'identification là, de la bâtisse et tout. Puis j'avais des hauts dirigeants qui venaient à l'événement et pendant qu'ils étaient en réunion, en rencontre, là, en présentation, moi, j'attendais dans le foyer, dans le hall, pour les accueillir pour le cocktail. Et là, je sens de la fumée. Puis là, je fais comme, mais ça sent pas juste la fumée, ça sent le feu. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois de la fumée. Et j'avais loué, je pense, 36 000 pieds carrés de tapis. C'est énorme. Fait que moi, je pensais à mon tapis, si les gicleurs, les sprinklers partent, mon tapis va être tout mouillé, mes meubles et mes invités. Alors, je suis un peu sur la panique. Premier réflexe, j'ai le goût de me mettre en petite boule, pleurer, puis rester caché en dessous de la table. Mais je peux pas. Alors, quand cette seconde-là est passée, il faut trouver une solution. Alors là, finalement, j'ai trouvé le gérant de l'édifice. Puis là, il m'a dit, il y a une fuite d'huile dans l'ascenseur qui coule sur le moteur. Ça crée de la fumée. Il n'y a pas de feu, mais on est obligé d'attendre que les pompiers arrivent. Fait qu'il avait réussi à éteindre la sonnerie pour pas alerter personne dans le building. Mais moi, mes gens, ils vont sortir là, d'une minute à l'autre. Puis après ça, ils devaient prendre l'ascenseur et descendre de 4 étages. Est-ce que je leur dis ou je leur dis pas? Je veux que ça soit transparent pour eux. Je veux que l'expérience de leur événement soit toujours dans le positif. J'ai pris la décision, je ne sais pas pourquoi, de contrer un mensonge. Alors, je leur ai inventé qu'à l'étage supérieur, il y avait un événement avec des personnes âgées et là, ils venaient de terminer, ils monopolisaient l'ascenseur. Fait que c'était super long parce qu'il y avait 3 ascenseurs, mais là, on ne peut plus rien faire fonctionner. Il faut attendre les pompiers. Fait que, ils ont fait comme, pas de problème, on va prendre les marches. J'adore. Ça a été parfait. Tout le monde a pris les marches, sans chialer, les personnes âgées, les personnes riches, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde égal, on prend l'escalier. Puis quand ils sont arrivés au cocktail, mais là, ils ont vu des pompiers arriver. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être l'événement avec les personnes âgées, là. Bonne. Mais cet exemple-là est pour me démontrer que des fois, vaut mieux compter un petit mensonge sur le fait pour que les gens gardent. Tu sais, probablement que si j'avais dit on a un problème avec l'ascenseur, il aurait compris, il y aurait eu de la sympathie, puis il aurait pris l'escalier pareil. Ouais. Mais mon réflexe à ce moment-là a été, je vais compter le menterie. Ça va être VIP. Puis on les a accueillis en bas de l'escalier. J'avais des hôtesses qui attendaient en bas. J'avais des hôtesses dans l'escalier. C'était quand même 4 étages à descendre avec des talons hauts. Au moins, c'est pas monter. Oui, c'est monter, je pense que c'est plus difficile de monter que de descendre en général. Tout à fait. Mais il arrive toujours quelque chose. Tu veux d'autres exemples? Vas-y. Si t'en as d'autres bons à nous donner. J'en ai plein. J'avais un chapiteau à monter dans un stationnement pour un gros événement d'entreprise, compagnie aérienne. Et j'avais avisé à l'avance, envoyé un communiqué pour vos employés pour pas qu'il y ait aucune voiture de stationner dans le stationnement avant de l'entreprise. C'est fait. Ils ont fait une super belle job dans les pigeonniers, dans les courriels, partout. Et là, le matin, qu'il faut monter le chapiteau, j'arrive, il y a une belle vieille voiture stationnée dans le milieu du stationnement. Et là, je me dis, bon, ça y est. Qui a pas écouté la consigne? Qui a pas lu le mémo? Et en m'approchant de la voiture, parce que là, j'allais appeler les remorqueurs, tout ça, il y a une petite note dans la fenêtre de conducteur. Et c'est écrit « Désolé, on n'a pas pu bouger la voiture, il y a des passagers à bord. » Des passagers à bord. Là, je regarde dans la fenêtre et il n'y a personne. Et dans le bas, il y a un petit dessin d'oiseau et un pneu. Donc là, je fais le tour de la voiture et sur le pneu avant, il y avait un nid d'oiseaux avec 3 oisillons.
Oh my God! Dans le nid. Alors, je comprends, sauvons la planète, mais moi, j'ai un chapiteau qui s'en vient, puis si j'ai une voiture là, ça va coûter plus cher de faire attendre l'équipe qui s'en vient et tout ça. Et je touche pas à ça, moi, un nid d'oisillon en action. Alors, j'ai un gentil technicien qui avait de beaux gants de construction, qui a pris doucement le nid, qui est allé mettre ça dans... Il y avait comme un petit... Pas un boisé, là, mais une rangée d'arbres. Parce qu'on est à côté de l'aéroport de Montréal, là, il n'y a pas vraiment de boisé. Ouais, non. Qui est allé mettre ça dans le gazon, près des arbres, tout ça. Puis, on a fait remorquer la voiture et, je te mens pas, 4 minutes après, probablement, la compagnie de chapiteaux arrivait. Oh my God. Alors, ni vu ni connu. Merci, les oisillons sont sauvés. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Mais tu sais, c'est des choses que je peux pas prévoir, moi. Ben non, naturellement. C'est fou. Oui. Puis une autre fois, je me suis fait voler mes plantes. J'avais 3 journées d'événements. La deuxième journée, j'arrive moins à l'avance que la première parce que tout est installé, tout est prêt. On attend juste les invités. J'arrive, je suis comme, mais où sont mes plantes? J'avais 30 quelques plantes. 30? Oui, pas 2, là. Une trentaine de plantes pour décorer la salle et tout. Puis j'ai aucune plante. Je comprends pas. Je demande au responsable de la salle. Il me dit, ben non, c'était comme ça quand je suis arrivée. Moi, je n'étais pas là hier. Bon, OK. J'appelle la compagnie de location de plantes et ils me disent, ben non, là, vous les avez loués pour 3 jours. Ils sont là. OK, mais je les vois pas. J'ai des photos à l'appui que hier, elles étaient là, mais là, elles ne sont plus là. Et finalement, de fil en aiguille, le concierge de la salle a ouvert la porte à un livreur. Ils ont manqué de communication au niveau de la location des plantes. Alors, le livreur, lui, pensait qu'il avait été téléporté, il pensait qu'il devait aller les chercher le lendemain. C'est pas bon de penser. Il vaut mieux lire les papiers. Ouais. Alors là, j'ai des invités qui s'en viennent, puis j'ai plus de plantes dans ma salle. Les plantes sont arrivées comme 20 minutes avant les invités. Ils sont revenus, je veux dire. Dieu, ben oui, c'est sûr. Tout le monde sait que des plantes, ça se déplace. Exactement. Mais ça montre encore que la communication, c'est important. Alors, chez le fournisseur, il n'y avait pas eu une bonne communication. Dans la salle événementielle, il n'y avait pas eu une bonne communication non plus parce que le pauvre concierge, lui, il ne sait pas là, ce qui se passe à l'événement. Il focus sur ses tâches à lui. Ben, si les gens lui l'avaient avisé, ben, il n'y a pas de livraison qui arrive aujourd'hui. Il n'y a pas de retour non plus. C'est ça. La communication, c'est la clé. Puis est-ce que tu trouves ça plus difficile, disons, gérer une équipe de pigistes que de gérer une équipe peut-être qui serait à l'interne en termes de communication ou tu penses pas? Je trouve que c'est... l'équipe de pigistes, non, parce que j'ai plein de pigistes fidèles, ambassadeurs de Suite 22, qui me représentent bien, qui adhèrent aux valeurs, on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Hein. Alors, mes pigistes, mes contractuels, ils me ressemblent. T'sais, ils sont pas du genre à compter la minute près. J'ai des artistes, là, il fait une chanson, on a payé pour 35 minutes. Ils ne regardent pas sa montre, dire « Ah, j'étais à 34 minutes, on va arrêter la chanson là. » Continue, puis ils vont nous en donner plus. Puis... Mais gérer les équipes, disons, hôtelières, les équipes sur des sites où on leur demande, exemple, de prendre les canettes, les mettre dans les sacs bleus pour faire du recyclage, puis qui ne veulent pas adhérer. Là, je dis ça parce que cette semaine, j'ai eu un événement comme ça. Les serveurs, serveuses ne voulaient pas faire le recyclage des canettes. Et j'ai apporté les sacs bleus, les supports. C'était facile, c'était de la prendre, la mettre là au lieu de la mettre là. Et j'ai eu 0 collaboration. Alors ça mérite beaucoup. Parce que eux font pas partie de Suite 22, font partie de l'hôtel ou du restaurant. Et ils voient pas l'importance, je dirais ça comme ça, l'importance qu'on fait une équipe pour le bien de l'événement. Puis en même temps, là, on parlait d'éco-responsabilité. Alors, c'est pour le bien de tout le monde, là, de mettre la canette à droite au lieu d'à gauche. Fait que ça, je trouve ça plus difficile, mais pas les pigistes. Je m'entoure des meilleurs. J'ai entendu, là, je ressors tout le temps la phrase, là, mais j'imagine que tu travailles avec plus de personnes, mais en général, on dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Mais je trouve que c'est une bonne phrase en général dans la vie. Oui, non, ça fait du sens. J'adhère. Ça se peut que je te l'emprunte. Parfait. C'est pas moi qui l'ai créé, donc tout à toi. Mais tu parles justement de Suite 22. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu appelles ton entreprise Suite 22? Ah, j'avais de la suite dans les idées cette journée-là. C'est un heureux hasard. En journée de... J'avais trouvé un autre nom au départ qui n'était pas un bon nom. Okay. C'était quoi le nom? Non.
OK. On n'ira pas là. C'était pas un bon nom. Puis, il y avait comme un dérivé qui existait déjà. Alors, quand j'ai su ça, j'ai retiré le nom tout de suite pour pas faire de conflit ou quoi que ce soit. Puis là, je cherchais, je brainstormais. Puis en parlant avec un ami au téléphone, je sais pas pourquoi, j'ai dit, bon, ben, bye, à suivre. Puis quand j'ai raccroché, j'ai fait comme, pourquoi je dis toujours ça, bye, à suivre? Puis là, j'ai blagué. Puis là, je dis, ah, c'est pas, j'ai de la suite dans les idées. La suite. Suite, c'est une adresse. Ah, ben moi, je vais être l'adresse événementielle au Québec, au Canada, au monde. Fait que là, tu sais, c'est en blaguant comme ça, en faisant du brainstorming, que Suite est restée comme étant l'adresse événementielle. Mon chiffre préféré, c'est 22. Alors, j'ai voulu donner un nom à la suite. Alors, j'ai appelé ça Suite 22. Puis pour que les gens comprennent, mais j'ai rajouté le mot événement. Okay. Alors, Suite 22 événements, c'est tout simple, c'est logique. J'ai une cliente, par contre, pendant la pandémie, qui m'a envoyé la signification, la description en numérologie. Je connais rien en numérologie, mais du nombre 22. Et selon ce qu'elle avait trouvé, c'est un super nombre qui témoigne d'audace, d'ambition. Le rouge, c'est la première couleur que l'œil voit. C'est fonceur aussi. Fait que tout est comme interrelié. Puis le fait que j'ai pris une pastille ronde pour mettre mon 22 rouge, c'est un cercle. Alors, c'est toujours en continu, hein? Alors, moi, quand je veux créer des liens entre les humains, entre les invités, c'est à poursuivre aussi à l'extérieur de l'événement, c'est à poursuivre dans le travail, dans la vie personnelle et tout ça. Fait que, bref, c'est un peu ésotérique tout ça, mais quand j'ai lu ça, j'ai fait comme ça fait tellement du sens. J'ai lu ça 15 ans après l'avoir fait, mon logo. Mais c'est ça. Mais c'est là que tu vois à quel point tout est interconnecté exact. Aussi. Puis toutes les petites pièces que tu mets auparavant, que tu sais pas trop comment ça a du sens ensemble, c'est lorsque tu regardes en rétrospective que t'es comme « Oh my God! » Toutes les pièces que j'ai mis avant, tout ce que j'ai fait m'a mené au moment où je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que Suite 22, ben, c'est exactement ça en tant que tel. Moi, si j'avais une phrase à me faire tatouer là, sur le bras, là, ça serait « Il n'y a rien qui arrive pour rien ». On comprend pas toujours pourquoi c'est arrivé. Mais plus tard, puis comme tu dis, avec la rétrospective, on comprend, puis c'est toujours positif. Pourquoi cette chose-là est arrivée. Tu sais, c'est la même chose quand tu es entrepreneur, puis tu perds un gros mandat. Bon, tu perds pas un gros mandat, tu ne l'avais pas gagné. Vrai. Pas faux. Mais quand tu as ce gros contrat-là, tu es super content. Puis là, je dis gros, là, c'est pas important la taille. Là. Des fois, c'est la taille du budget, des fois, c'est le nombre de personnes, là, peu importe. Là. Mais un contrat auquel tu tiens et que tu veux vraiment, mais tu l'as pas gagné. Avant, je pleurais. Oh mon Dieu, j'ai pas eu ce contrat-là. Ma vie était finie. Maintenant, c'est comme non. Si je l'ai pas eu, c'est parce que soit que la cliente elle va être désagréable, soit que l'événement va être un flop, ils n'auront pas fait une belle promotion autour de l'événement, ils n'auront pas vendu assez de billets, je veux pas associer mon nom à ça. Tu sais, il arrive tout le temps quelque chose. Fait que maintenant, quand je me fais dire non, ça arrive encore, mais je fais comme OK, mais je vous souhaite bonne chance pour votre événement. Puis, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit l'année prochaine, pour votre prochaine édition, je suis là. Et je te dirais, Juliette, j'ai pas fait de statistiques précises, exhaustives. Peut-être 30-40%, ils vont me rappeler l'année d'après, puis ils vont faire comme OK, ça n'a pas très bien été l'année passée. Soit qu'ils l'ont fait avec une agence qui avait soumissionné moins cher, soit qu'ils ont décidé de le faire, le gérer à l'interne, soit qu'ils ont décidé, peu importe la raison, ils vont me rappeler, puis on va le faire ensemble. Puis des fois, c'est pas l'année d'après. J'ai un client, c'est arrivé en 2024. Ça faisait 7 ans que c'était plus mon client. Il est revenu. Puis là, j'ai fait 2024, puis j'ai signé 2025. Fait que faut garder un bon lien avec tout le monde. On sait jamais ce que l'avenir réserve. Puis c'est la même chose que je dis. Puis là, je t'emmène dans les RH, là, un secret RH. Mais quand un employé quitte l'emploi pour aller chez le compétiteur, par exemple, pour aller faire $1 de plus de l'heure, célébrer son départ. C'est votre meilleur ambassadeur. Parce que s'il s'en va chez le compétiteur puis qu'il n'est pas heureux après quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais que vous avez laissé une empreinte durable et positive dans sa mémoire, comme j'ai le mandat de faire dans des événements, bien, il va peut-être, si ça ne va pas bien, revenir cogner à votre porte. Puis dans un contexte où on a de la misère à trouver du bon personnel et tout ça, des employés, bien, c'est important que cet ambassadeur-là soit
de notre côté, qu'il soit notre allié, ouais, notre absolument. complice. Puis justement, tu parlais que rien n'arrive pour rien. Puis je suis tellement d'accord avec toi que si t'as pas un contrat, c'est parce qu'il y a une raison qui est plus grande derrière, mais que tu vas pas tout de suite. Mais j'ai fait cette discussion-là aussi avec la dernière femme que j'ai interviewée. Puis lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a son entreprise, c'est difficile souvent de faire la distinction entre Nadine, la personne, et Nadine de Suite 22. Est-ce que toi, tu fais cette distinction-là? Parce que souvent, tu sais, si tu perds un contrat, on le prend personnel parce que c'est comme ton entreprise. Sûr. Mais comment tu gères ça? J'en ai pas de distinction. Non. Non. Ben, oui, un petit peu plus qu'avant, mais ça reste que c'est un refus. Mm-hmm. Tu sais, alors, ils n'ont pas dit non à Nadine, ils ont dit non à Suite 22. Mais c'est Nadine qui a essayé d'avoir le contrat, puis c'est Nadine qui a fait le pitch de vente, puis d'arguments positifs, puis tout ça. Fait qu'en même temps, c'est interrelié. Mm-hmm. Mais ça va tellement bien dans ma vie que je me dis un perdu, 10 de retrouver. Très beau. Je pense qu'avec les années, tu gagnes en confiance aussi. Puis je suis convaincue que je leur ai fait la meilleure soumission. Puis oui, j'ai mis un petit buffer un peu partout pour être sûre et certaine qu'il n'y aura pas de dépassement de coûts. Mm-hmm. Puis que s'il y en a, ben je l'ai couvert. Puis si, à la fin de l'événement, je me rends compte que j'avais estimé un petit peu trop à la hausse, bien, le client, il ne sera jamais fâché que j'y rembourse une portion parce qu'on n'a pas utilisé ces sommes-là. Mais à l'inverse, si l'agence cote pas cher, puis qu'après ça, il y a des dépassements de coûts, puis c'est souvent ça qui arrive, hein? On a juste à regarder les projets de construction dans la ville qui nous entoure. Je dis souvent la blague, je ne construis pas de viaduc, là. T'sais. Moi, si ça coûte X, bien, je suis assez bonne pour faire des évaluations justes. Fait que des fois, à première vue, le client, il peut dire « Ah, c'est plus cher, je vais prendre l'agence la moins chère. » Mais l'agence la moins chère va vous charger des frais probablement de surcharge, de surplus d'heures et compagnie. Fait que moi, j'ai une façon de faire qui est transparente, qui est authentique. J'ai confiance en la façon que je fais mes choses. Puis c'est reconnu. Fait que si ce nouveau client-là n'est pas au courant, il ne me connaît pas, puis c'est correct, mais il va le découvrir après, plus tard. C'est sûr. Puis en même temps, tu sais, je le dis toujours, mais moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime mieux payer un peu plus pour avoir un produit que je sais qui va être de meilleure qualité. Ça me dérange pas de payer un prix qui est un peu plus élevé, mais what you pay for is what you get. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il va avoir une balance à vouloir payer un peu moins cher pour un événement versus payer un peu plus cher. Mais en tant que tel, lorsque tu fais des événements, parce que justement, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui s'en viennent. On parle beaucoup d'éco-responsabilité, comme on l'a mentionné tantôt. Comment est-ce que tu vois cette évolution dans le milieu événementiel, en fait? Mais l'avenir de l'événementiel repose vraiment sur les nouvelles technologies. Ça suffit là, de faire un petit cocktail 5 à 7, une soirée gala qui finit plus, avec un souper 3 ou 4 services, puis après ça, un DJ. C'est démodé, là. Ça s'applique pas à tous les événements, cette formule-là. Le DJ, pas tout le temps, je vais m'acharner sur le DJ, mais le DJ n'est pas tout le temps nécessaire. Si je fais un événement pour une communauté d'affaires qui ne se connaissent pas, ils n'iront pas danser sur le plancher de danse. Ils ne se connaissent pas. Ils sont là pour réseauter. Ils ne sont pas là pour boire de l'alcool puis danser jusqu'aux petites heures du matin. Fait que cette portion-là, on l'enlève. Le 3 services ou le 4 services, des fois, c'est pas nécessaire. Des fois, la meilleure formule, c'est le cocktail dînatoire, que là, on est debout, on peut bouger, c'est plus mobile pour réseauter, pour créer des liens. Fait que ça, de revoir la formule, de ne pas faire pareil parce qu'on a toujours fait de la même façon, de se remettre en question puis de changer de formule, ça, c'est super important. La deuxième chose que je dirais, c'est de rajouter des technologies, de l'innovation. C'est bien beau des écrans, là, mais il n'y a pas juste des écrans. Il y en a des fois qui vont surcharger le visuel. Des applications qui vont emmener de l'engagement, de l'interactivité. Quand on fait un congrès, par exemple, on ne veut pas juste remplir des cruches. Hein? J'aime pas cette expression-là, mais c'est quand même bien imagé que non, je veux qu'il y ait un échange de savoir, un échange de paroles, qu'il y ait des ateliers, que ça soit interactif, qu'il y ait des portions panel, des portions présentation, que ça soit plus court, des petites conférences un peu à la speed dating. Tu as 4 conférenciers, ils font leur petit pitch de vente chacun en 5 minutes chacun. Puis si tu veux en savoir plus, ben tu t'en vas voir le conférencier 1 dans la salle A, conférencier 2 dans la salle B. Tu sais, de repenser les choses. Puis là, je disais technologie, innovation.
On peut intégrer les iPads, mettre un iPad sur la table, faire le questionnaire là, enlever le papier puis les crayons, puis être plus éco-responsable. Puis l'éco-responsabilité, c'est mon 3e point. Je dis toujours, il faut être éco-sensible. On n'est pas personne éco-parfait. Tu fais du compost, tu fais du recyclage, mais tu conduis une voiture. Et tu n'es pas parfaite. Fait que, mais juste avoir la sensibilité de dire, bon, mais OK, peut-être pas de verre de styromousse, pas de paille. C'est facile, là, en 2025, enlever ces éléments-là. D'avoir des bacs de recyclage, des bacs de compost, de redonner les surplus alimentaires. Il y a tellement de gaspillage dans les événements. Quand on fait le choix du menu, peut-être de laisser tomber les viandes rouges, puis de privilégier de l'alimentation plus végétale, plus locale, de saison, au lieu d'aller chercher des fraises en plein mois de décembre, mais aller chercher, je sais pas si c'est le temps des oranges, là, mais des agrumes dans cette saison-là. De pas mettre des orchidées quand on est au Québec en pleine saison hivernale, d'aller travailler avec, je sais pas moi, du bouleau, du lichen, des matières qui sont naturelles puis qui vont être plus économiques, puis on va avoir un effet wow tout de suite. T'sais. Je dis un effet wow, je déteste le mot wow parce que ça laisse pas une empreinte durable et positive dans la mémoire des invités, c'est juste comme un pouf, un feu d'artifice. Enlevez ce mot-là. Mais je veux que ça laisse quelque chose de mémorable pour l'invité. Comme là, je suis en train de créer un événement pour le mois de mai. C'est le printemps, c'est le renouveau. C'est un événement à Ottawa. Ottawa a plein de tulipes en mai, mais c'est certain que mes centres de table vont avoir l'aspect de la tulipe, là, quelque part, dans les couleurs, dans les fleurs. Puis là, je donne l'exemple des fleurs. C'est pas tout le temps une bonne idée d'avoir des fleurs fraîches. Ça coûte cher. Des fois, c'est odorant. Tu veux pas que ça sente la rose à ta table si tu es en train de manger un repas. Tu veux que ça soit inodore. Alors, des fois, les fleurs, c'est pas une bonne solution, mais on peut aller avec des fleurs séchées. C'est déjà plus éco-responsable. On peut les louer au lieu de les acheter. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Le mobilier, tu sais, là, on est assis sur des beaux fauteuils, mais quand le tissu va être tellement usé, mais de travailler avec des compagnies, moi, j'ai un fournisseur qui va changer le tissu, puis qui va refaire le rembourrage, puis il va relouer ces divans-là. Fait qu'ils ont une deuxième vie. Les textiles, ça coûte cher, puis ça pollue l'eau pour laver les nappes, les repasser, le blanchiment, tout ça. Mais des fois, c'est de payer un petit peu plus cher pour avoir une table cocktail qui est belle comme ça, toute nue. Pas de nappe par-dessus. Elle coûte un petit peu plus cher, mais au moins, elle a une conscience environnementale plus élevée que la table pas belle, pas chère, qu'on cache avec une belle nappe chère, satinée et compagnie. Fait que des fois, c'est juste des petits trucs comme ça, des petits gestes d'utiliser nos technologies, les iPhones pour scanner les cocardes, par exemple, ou des choses comme ça, là. Je trouve que, justement, tu parlais des conférences, tu sais, qui sont super longues pendant la journée. Puis, il y a quelques années, justement, j'étais à des conférences avec des amis qui duraient toute la journée, puis c'était des longues conférences. C'est lourd, ma tête, rendue au midi, j'en pouvais plus. C'est comme, pendant l'après-midi, on avait tellement eu d'informations au début de la journée qu'il n'y avait plus de place pour en ajouter. Puis c'était tellement demandant d'écouter quelqu'un sans cesse, puis d'apprendre des nouvelles informations, de retenir, que t'es comme, wow, give me a break. OK, mais là, tu me donnes une idée. J'écoute. Parce que tu me demandais qu'est-ce qui est innovant pour l'avenir, tout ça. Les pauses. Ouais. Ça, c'est un gros trend. J'ai fait des conférences là-dessus. Les pauses dans les congrès, par exemple, puisque tu donnes cet exemple-là, c'est pas 15 minutes, une pause entre deux conférences, là, parce que toi, tu vas aller à la salle de bain, tu vas aller boire de l'eau, tu vas arrêter à la petite station collation, te prendre un muffin, un petit jus, tu vas regarder tes courriels, puis en plus, ils veulent que tu fasses du réseautage dans cette pause de 15 minutes-là. Impossible. Fait que cette pause-là devrait être au moins 30 minutes pour que tu puisses aller faire toutes tes petites choses personnelles, tes retours d'appel, tes courriels, ton petit pipi, ta petite collation, pour qu'il te reste un bon 15-20 minutes après pour réseauter avec les gens. Puis on a fait dernièrement des événements, on a créé des petits lounges avec des thématiques. Bonne idée. Fait qu'un petit lounge qu'à l'entrée, il y a un stationnement de cellulaire. Un vestiaire, là, moi j'appelle ça un stationnement, mais un vestiaire pour le cellulaire, que s'il rentre dans ce lounge-là, cet espace dédié à la détente, ben il y a une hôtesse, il y a un système comme le valet, le stationnement valet, qu'on échange les clés contre un coupon, ben on échange le cellulaire contre un coupon. Vous allez le retrouver, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont sans connaissance. Il arrive dans le lounge, une petite musique de détente, la lumière est tamisée.
Tu sais, il n'y a pas de courriel, il n'y a pas de téléphone. Fait que là, je vais me retrouver assise à côté de toi. Je vais faire comme, waouh, là, c'est une belle matinée lourde, c'est chargé. Qu'est-ce que tu as retenu de la conférence, Julienne? Ah, j'ai retenu ci, ça. Puis là, on a un petit échange, mais dans un environnement propice à ça. Exact. Tu sais, fait que ça fait partie des choses du futur proche, là, de tout de suite maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent en événementiel pour se démarquer? Puis encore là, ça ramène l'humain au centre. Tu as dit, on était épuisés, puis on était à la moitié de la journée ou de l'avant-midi. Imagine après, quand tu vas continuer, comment tu vas sortir de là brûlé à la fin de la journée. Puis là, est-ce qu'il t'avait mis une soirée en plus? Non, il y avait un cocktail dînatoire après. J'étais comme, mon Dieu Seigneur. Et là, imagine, là, ça, c'était dans ta langue maternelle. Mais des fois, j'ai des gens d'autres pays ou des anglophones. Là, ils se promènent avec un casque d'écoute de traduction toute la journée. Fait qu'en plus, ça se déroule pas dans leur langue. C'est encore plus demandant. Tout à fait. Fait que, tu sais, les gens qui organisent un horaire, une programmation très, très chargée comme ça, ils n'ont pas pensé à l'inviter aux participants. Ils ne l'ont pas mis au cœur de la réflexion avant de créer leur programmation. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on fait des événements pour ces gens-là. Parce que s'il n'y a pas d'invité, il n'y a pas d'événement. Si personne répond présent à ton événement, même si c'est le plus beau, le plus grandiose, le plus mémorable, tu n'as pas d'événement. Exact. Puis tu parlais d'éco-responsabilité. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui t'ont dit qu'ils voulaient avoir un événement moins éco-responsable parce que pour eux, ils ne voyaient pas l'intérêt à le faire? Bien, j'ai des clients qui sont dans des domaines d'activité pas très éco-responsables. Tu sais, je nommerai pas personne. Non. C'est quand on parle de transport, quand on parle de transformation de métaux. Il y a c'est pour ça que je dis, il n'y a personne d'éco-parfait. Mais quand je fais des événements pour ces entreprises-là qui sont, on va dire, un peu plus polluantes, bien, c'est plus facile de leur vendre l'idée d'éco-responsabilité. Parce que quand ils vont faire la promotion de leur événement, ils vont pouvoir dire, on a une sensibilité. Oui, on le sait qu'on pollue ou, je sais pas, j'ai pas de client en raffinerie, mais disons que j'aurais un client en raffinerie, je vais faire leur événement pareil. Mais je vais être capable plus facilement de leur faire comprendre puis de les convaincre d'emmener un volet éco-responsable. J'ai fait... je sais pas si je peux les nommer, je suis embêtée. Sinon, je le couperai au montage. J'ai fait voyons, comment on appelle ça? Une association de producteurs. Tu sais, producteurs d'une viande quelconque. Mais c'est sûr que je suis pas pour aller leur dire... on mettra pas de viande rouge, on va être éco-responsable. C'est une fédération ou une association de viande rouge, ben on va manger de la viande rouge, là. Mais on va faire de l'éco-responsabilité autrement. Tu sais, il y a des façons créatives d'être éco-responsable aussi. Même si je dis, oh mon Dieu, non, il faut pas manger de viande rouge, tu sais. Je pense qu'il y a être créatif dans la... Ouais. Dans la manière sortir de la boîte, là, sortir des sentiers battus. Tu sais, quand je vois des camions de livraison qui vont livrer puis qui laissent le moteur rouler, on est en 2025, s'il vous plaît, éteignez. Vous allez économiser de l'essence. Vous allez arrêter de polluer. Tu sais, je trouve ça, c'est irritant, là. Ouais. Fait que j'ai un petit livre vert, si on veut, à l'interne qu'on utilise, tu sais, ne serait-ce que la pollution numérique. On n'a pas besoin de tout garder, les courriels en souvenir, là. Personne qui va lire les courriels de 2016, là. Mais de les supprimer, de les mettre dans ta boîte courriel. Il faut que tu vides ta boîte courriel aussi. Toutes les clouds, on est entouré de clouds, c'est de la pollution numérique également. Fait que tu sais, il y a des façons, on n'imprime plus. Nous, on n'imprime plus. On travaille sur Google Drive, on se partage les documents en temps réel et tout ça. Fait qu'il y a plein de petits gestes éco qu'on peut faire qui vont, de façon accumulée, faire une différence. Je pense. J'ose espérer. Mais je pense que c'est l'accumulation, justement, et la conscientisation par rapport à cette dimension-là qui fait en sorte que sur le long terme, ben, tu sais, un jour, j'ai espoir que ça devienne juste une partie à part entière qui est toujours intégrée à des événements. Oui, puis un réflexe aussi, une habitude. Tu sais, maintenant, de plus en plus de gens amènent leur sac pour aller à l'épicerie, là. Là, c'est plus difficile, là. Ouais. Tu sais, puis si tu l'oublies à l'auto, ben on remarche jusqu'à l'auto, c'est pas grave. Fait qu'en événement, c'est la même chose. Tu sais, tantôt, je parlais de redonner les surplus alimentaires. Le Palais des Congrès, j'ai pas de part dans le Palais des Congrès, là, mais c'est un super bel exemple. Tu sais, comme site événementiel éco-responsable, ils ont des distributrices à eau. Alors, on invite les gens. Il faut bien communiquer. On invite nos gens, quand on fait un événement là, d'apporter leurs gourdes pour faire le remplissage dans les distributrices, comme dans les aéroports aussi. Ouais.
Ils redonnent les surplus alimentaires à un œuvre de bienfaisance. Tu sais, c'est encore bon, là, cette nourriture-là. Ils l'ont pas mangée, là. Fait que c'est tout pour éviter la gaspille alimentaire, tout ça, là. J'ai un fournisseur qui me fait des barres glacées, comme des smoothies glacés, des popsicles, pour des événements extérieurs l'été, mais c'est fait à base d'anciens, pas d'anciens fruits, comment on appelle ça, des fruits... périmés, pas périmés, non, mais... qui a eu une petite poque, là, tu sais, les moins cute, là, de la gang. Un peu comme Loop, là. Oui, comme Loop fait, mais eux autres, c'est des barres glacées. Alors, c'est génial, juste en prenant ça, au lieu de prendre un produit avec juste de l'eau, du sucre, du colorant d'une marque X, ben là, on a un produit plus santé, puis en plus, il est éco-responsable. Et les bâtonnets sont compostables. Fait que c'est génial. C'est un 2 pour 1, comme on dit. Mais tu vois, ça, pour moi, ça sonne une évidence. Mais le client qui baigne pas dans ce milieu-là à tous les jours, il ne sait pas. Alors moi, j'ai un rôle un peu, j'aime pas le mot éducation, là, je trouve que ça fait, je vais t'éduquer. Oui, conscientisation, j'aime mieux ça. Mon rôle, c'est de leur apprendre, de leur montrer, de donner l'exemple le plus possible. Je suis pas parfaite non plus, mais de partager ce savoir-là. Puis c'est pour ça que je fais des conférences souvent sur l'événementiel avec des thématiques d'éco-responsabilité. Parce que si on veut que les choses changent, il faut les changer à soi-même en premier. Fait que c'est ça. Puis souvent, c'est pas de mauvaise volonté. C'est vraiment juste qu'ils sont pas au courant. Ils savent pas. Faut être le changement pour le voir en tant que tel. T'as des bonnes phrases, Juliette. Merci. Moi, je comprends qu'il y a tellement de phrases qui me viennent en tête. Mais écoute, comme dernière question que j'aimerais te poser. Oui. La fameuse La question. redoutable question. Qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Je dirais la sensibilité d'être à l'écoute, l'entraide, d'assumer l'audace. Mais en même temps, je dis ça, puis il y a plein d'hommes qui sont comme ça aussi. Tu sais, comme femme entrepreneur, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Parce que je sais ce que je fais. Je sais qu'il faut que je fasse ça. J'ai choisi ce métier-là. Je me l'ai créé, en fait. Fait que je l'ai pas, le syndrome d'imposteur. D'après moi, c'est un imposteur qui a inventé ce syndrome d'imposteur-là. Puis quand je me promène dans des écoles pour parler avec les jeunes filles, tout ça, d'entrepreneuriat, je dis tout le temps, ça n'existe pas, le syndrome d'imposteur. Enlevez-vous ça de la tête, là. Il y a quelqu'un qui a parti cette mode-là. Si vous faites ce que vous aimez, vous êtes authentique, vous êtes vraiment vrai avec vous-même, il n'y en a pas de limite, là. On peut faire ce qu'on veut, là. Fait qu'être femme change rien. C'est juste plus le fun pour s'habiller puis mettre des accessoires. Oui, mais je pense que, tu sais, tu parlais justement de l'audacité et du fait d'avoir cette écoute-là. Mais je pense qu'au niveau de l'audacité, c'est que ça a tellement été remis aussi en question pendant des décennies. C'était les hommes qui avaient le droit d'avoir de l'audace. Les femmes, si on en avait, on était vues comme étant bassies. Donc, tu sais, les temps ont changé. Mais c'est encore risqué, hein? Absolument. C'est encore risqué. Puis, il y a quelque temps, c'était la Journée internationale des femmes. Puis, j'ai entendu à la radio un homme dire on devrait leur faire plus confiance aux femmes. Pourquoi on les met pas toutes à la tête de tous les gouvernements, de toutes les entreprises, puis on se laisse gâter, voir... Tu sais, pour voir l'envers complètement de la médaille. Puis il était convaincu, puis c'était une longue présentation qu'il faisait. Puis j'ai fait comme, mais c'est vrai, ça serait tellement le fun de voir la différence parce que, de façon générale, on arrive à trouver un meilleur équilibre, je pense, entre famille, travail, responsabilité, sensibilité. Moi, je suis une machine de sport quand je suis brûlée, fatiguée ou que j'ai besoin d'être dynamisée ou que j'ai besoin d'être plus créative. Je commence ma journée avec 1 heure, 1h30 au gym à tous les matins. Fin d'après-midi, je vais marcher 6 km presque à tous les jours. Là, mardi dernier, j'étais en événement, j'ai marché 9 km juste dans la salle d'événement. Là, ma montre était comme « Ouh, Nadine est sportive aujourd'hui. » Non, Nadine travaille. Le lendemain, j'ai dépassé 120 calories. J'ai rien fait de la journée. Mais équilibre. Oui, c'est ça. Mais trouver l'équilibre, c'est toujours un défi. Mais je pense que les femmes, on est des super-héros, des super-héroïnes à ce niveau-là. On est capable de... Tu sais, quand on parle de résilience, d'adaptabilité, de compromis, tout ça. Mais en même temps, les hommes aussi, il y en a plein qui sont comme ça. Absolument. Puis tu sais, je pense qu'en tant que femme,
on a aussi été inculqué depuis qu'on est jeune à l'aspect familial, donner aux autres, être toujours gentil. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça, justement, qu'on a plus cette capacité à voir the bigger picture, comme on dit, lorsqu'on va prendre des décisions, que ce soit par rapport à notre famille, les gens qui nous entourent, nos amis. L'aspect humain, j'ai l'impression qu'on l'a plus facilement des fois. On est ça plus veut pas sensible, dire que tout le monde puis on est l'a. supérieur, Juliette. Finissons comme ça. Ouais, j'aurais pas pu mieux finir un épisode, honnêtement. Mais non, mais t'as raison. Puis mais en même temps, c'est difficile de parler de ça parce que il y a des hommes qui sont plus féministes que des femmes qui sont pas du tout féministes. Ben oui. Moi, je suis plus pour l'égalité puis la compétence. Ouais. Tu sais, il y en a des femmes qui sont vraiment mauvaises dans mon domaine, là. Puis il y a des hommes qui sont vraiment très mauvais aussi. On est des humains au final. Ben oui, hommes ou ça. femmes, on est humains au final. Puis on a tous nos bons côtés, on a tous nos moins bons côtés. Mais... Ouais, exact. Puis on veut tous la même chose. Hein? On veut de la reconnaissance, être aimé, être apprécié, surtout être remercié tu sais, dans ce qu'on fait. Puis en événementiel, je fais la même chose. Hein? Je leur dis, vous mettez beaucoup d'accent sur l'accueil des invités, mais le départ des invités, c'est un gros morceau. Est-ce que tu es déjà allé à un événement que... Quand l'événement est fini, tu pars et c'est tout? Probablement. Tu sais, tous les événements finissent comme c'est fini. Le DJ arrête la musique, c'est fini, allez-vous-en chez vous. Mais moi, j'inculque à mes clients que ça prend un comité de départ. Fait que quand on sait que vers 10 heures, il va y avoir une première vague de personnes qui vont quitter, mais je veux des employés ou des bénévoles ou peu importe, je veux un comité qui est à la sortie pour dire merci, madame, d'être venue. Soyez prudente sur la route. Avez-vous besoin que j'appelle un taxi? Ou leur donner un petit cadeau de départ, souvent un petit cadeau qui se mange. C'est apprécié pour la route, tu sais. Mais ce merci-là, c'est ce avec quoi les gens vont repartir. Peu importe la façon que je les ai impressionnés, entertainés, divertis dans la soirée, bien nourris, ils repartent avec un merci. Puis souvent, ils font comme, c'est qui la petite blonde qui m'a dit merci, tu sais? Mais c'est pas grave. Ils s'assoient dans leur auto et font comme ben il était content de m'avoir vu. Peut-être qu'elle était importante. Peut-être que c'était la nouvelle directrice de je sais pas quoi. Ils savent pas je suis qui, là, tu sais, mais... Puis je les connais pas, mais merci d'être venu. Ouais. Fait que merci de m'avoir invitée, Juliette. Ben, c'est ça que j'allais dire, justement, Nadine, honnêtement, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. J'ai adoré discuter avec toi d'événementiel, puis on voit que tu es passionnée, puis ça se transmet dans tout ce que tu fais. Donc vraiment, merci d'avoir pris ce temps-là avec moi. Merci.